Accident de circulation aux 3 quartiers à l'entrée du camp de Boy. Aucune perte en vie humaine, mais on note plusieurs dégâts matériels. On parlera également dans cette édition d'information des agents du Méridien Rendama qui ont érigé un piquet de grève devant leur structure hôtelière pour revendiquer le paiement de 2 mois d'arrêt de salaire. Et puis à l'étranger, on parlera également de la répression militaire en Birmanie. La junte décrète la loi martiale à Rangoon. Voilà ce qui va constituer la charpente de votre édition d'information de ce soir, dont je me fais le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous le disions à l'entame de cette édition d'information, piquet de grève au Méridien Rendama. Ici, le personnel revendique le paiement de 2 mois d'arrêt de salaire et le non-respect des engagements pris par le gouvernement qui avait réquisitionné leur structure hôtelière pour recevoir les malades de la Covid-19. Plus de précisions dans ce reportage sur les images de Boris Mikolo. Les agents du Méridien Rendama en grève depuis quelques jours déjà, en cause le non-paiement de leur salaire depuis 2 mois par la tutelle et le non-respect des engagements pris par le gouvernement après que leur structure hôtelière avait été réquisitionnée par les autorités pour mettre en quarantaine les malades de la Covid-19. Ce qui se passe exactement, comme vous avez pu voir dès le départ, à l'entrée, nous faisons un pic de grève ici. Pourquoi nous le faisons? C'est parce que nous voulons alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe au sein de l'entreprise. Depuis le 13 mars de l'année dernière, nous sommes partis d'ici, dû au confinement, à la réquisition de l'hôtel par le gouvernement. Nous avons adhéré à cet appel du président de la République sur le phénomène de ce virus qui sévit dans le monde entier. Nous l'avions fait bien sûr avec des garanties. Nous sommes une structure hôtelière qui fonctionnait. D'accord ? Nous avons fait sur des garanties de nos dirigeants. Ils nous ont assuré qu'ils devaient nous payer. Nous devons avoir nos salaires normalement jusqu'au 14 avril. Mais malheureusement, nous constatons qu'avant le 14 avril de cette année, où nous sommes là, ils ont reculé à leur promesse. Donc finalement, ils n'ont plus tenu à leur promesse. Et nous sommes des pères de famille et des mères. Nous avons des familles nombreuses. Et si le jour au lendemain, on vient vous dire que vous ne devez plus avoir votre argent, quelle sera votre réaction? Et notre réaction aujourd'hui, c'est par rapport à ça. Nous ne sommes pas payés jusqu'à aujourd'hui. Et notre avenir de demain, nous ne le connaissons pas. Nous posons des questions, nous essayons de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et voilà pourquoi tous ici, nous nous réunissons pour interpeller nos dirigeants, parce que ça vient de là. L'État en a décidé, en partenariat avec notre direction générale, qui doit tenir leur promesse, mais finalement, ils ne le font pas. Depuis, plus rien ne va. La situation de ces paisibles mères et pères de famille va de mal en pire. Depuis le mois de mars, ce qui nous embête, c'est parce que l'hôtel a été réquisitionné. Maintenant, on nous met en congé technique. On ne comprend pas. C'est pour cela qu'on est triste, on est dans le mouvement. Mais le président est où? Donc il ne peut pas nous répondre. Depuis, ça fait déjà 1 mois et demi. On est là. Pas de signe. Ni le Premier ministre, rien. Ni lui-même le président. Il est où? Il est au Maroc ou bien il est au Gabon? Il ne répond pas. Pourquoi? Il nous laisse comme ça. Si le gouvernement ne trouve pas une solution pour résoudre le problème, beaucoup d'entre eux risqueraient de se retrouver sans toit, lorsqu'on sait que plusieurs sont locataires. Il y a les gens qui louent les maisons. Il y a même notre collègue qui est venu en pleurant ici, là, son enfant, et on l'a hospitalisé. Et tout ça. Donc l'État ne voit pas ça. Le pays là, c'est pour nous tous, c'est pas pour les autres. Nous tous, on doit bénéficier. L'argent qu'on a donné là, c'est où? Mais l'État, les gens du Covid, ce sont eux qui ont réquisitionné l'hôtel, non? C'est à partir de là qu'on est au chômage. Chômage technique. Ça, on ne paye plus. Même les 50%, on ne paye plus. On va faire comment?
les gens qui louent les maisons. C'est pour cela que nos collègues là sont morts, à cause de ça. Triste réalité pour ces agents qui, à cause de la galère, le manque de soins, sont en train de partir un à un. Car on compte déjà 3 morts en un mois parmi le personnel. On a perdu 3 collègues, pas d'assurance. Il n'y a plus l'assurance maladie. Il n'y a pas d'argent pour payer les médicaments. Ça nous fait mal. Depuis qu'on a perdu les 3 collègues là, c'est que nous ne sommes pas à l'aise. Moi qui vous parle, j'ai 2 enfants. Ça fait 2 mois. Mes enfants ne vont pas à l'école. Je n'ai pas l'argent pour payer leur école. Là où je vivais, je ne vis plus là-bas. Je vis maintenant dans une petite chambre de 30 000. Ma petite amie qui paye la chambre. Donc je demande à Yali, le papa de tout le monde, s'il te plaît Yali, ma jeunesse, moi je suis encore jeune. Nous la jeunesse, on a besoin de travailler. Essaye de voir le problème du méridien Rindama, parce que moi j'ai besoin de travailler au méridien Rindama. Il fait beau de travailler à l'intérieur. Nous on aime bien notre travail. Il faudrait que vous jetez un coup d'œil sur nous, Yali. Souhaitons toutefois que les plaintes de ces Gabonais arrivent sur la table des décideurs afin qu'une solution soit vite trouvée pour épargner ces derniers de la souffrance. Car 3 morts déjà en l'espace d'un mois, c'est trop. Poursuivons cette édition d'information et autre chose à présent. Mesdames et messieurs, problème de circulation sur l'axe Institut IAI et la Gabo-Prix d'Ozangué. C'est dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise Libreville. Une buse cassée serait à l'origine de cet état de fait. On va retrouver Ortega Otoanzogo et Floris Mapango pour les détails. Entre l'axe Institut IAI et celle qui sort pour la Gabo-Prix d'Ozongué figure un trou béant qui ne fait que fondre la route depuis quelques mois. En bas de cette voie, nous pouvons apercevoir une buse remplie d'eau. Une situation qui, semble-t-il, serait dangereuse pour les automobilistes. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà pourquoi le début là, il devait déjà arranger ça, mais ils sont en train de regarder seulement. Il attend que l'accident arrive après, je ne sais pas, peut-être. Il est bien temps d'arranger ça maintenant. C'est ça là que je suis en train de dire. C'est un danger pour les voitures parce que c'est pas bon de laisser la route comme ça. Parce qu'une fois, une voiture a failli faire un accident là. Et moi, je trouve qu'il doit venir arranger ça au meilleur des temps. Plus de 4 mois que cette voie avait été réhabilitée et aujourd'hui elle présente d'énormes anomalies. Ces eaux qui sortent de la barrière d'un particulier seraient en grande partie responsables de cette cassure sur le goudron. C'est l'eau là, c'est l'eau et les gens qui ont fait la route là, je ne sais pas. Parce que à peine là, si c'est 6 mois, ils avaient déjà arrangé la route là, mais je ne sais pas comment ils avaient fait. Bon, c'est à cause de l'eau, hein, c'est l'eau qui cause ça. Mais je souhaite que les gens compétents ils viennent arranger ça rapidement, parce qu'avant que le pire arrive. Pour éviter des dégâts choquants, il serait mieux que la société adjudicataire revienne pour d'éventuels travaux. Toujours en rapport avec la circulation, embouteillage monstre tous les matins sur la voie principale à hauteur de Sogatol. En cause des nids de poules, cratères et d'Odane seraient à l'origine de cette situation. Plus de précision, on va retrouver une fois de plus Ortega Otoanzogo et Floris Mapango pour les détails suivants. Chaque matin, c'est la pénitence sur l'axe principal de la Fopie, avec cette longue file d'attente qui dérange les automobilistes soumis de conduire avec prudence pour ne pas abîmer leur véhicule. Les cratères qui se sont formés sur cette voie seraient à l'origine de cet embouteillage monstre. Pour certains, le manque de professionnalisme de la société adjudicataire commis à cette tâche en serait également la cause. Si un embouteillage est causé par des cratères, c'est parce qu'il y a un manque de professionnalisme sur ceux qui doivent en prendre charge en fait. Par contre, si l'embouteillage a l'air d'être un bouchon, là oui, ça veut dire que non, il va vite se détacher. Mais concernant le cratère, ça veut dire que non, il n'y a pas du sérieux dans ce que les gens entreprennent de faire pour laisser un peu plus de liberté de voie aux véhicules de la population. C'est par rapport à la route qui est dégradée qu'il y a l'embouteillage et c'est un désagrément pour les usagers que nous sommes. Parce que ça empêche les gens d'arriver à l'heure au boulot. Et là, du couvre-feu qui est de 18h et ça ne permet pas aux usagers de mieux mener leurs activités. Raison pour laquelle parfois on se retrouve en train de se retrouver dehors à plus de 18h. Parce qu'on arrive à vaquer paisiblement à nos occupations et c'est dommage. Certains conducteurs se démarquent en quittant la voie principale pour les trottoirs, un désagrément qui dérange énormément les usagers.
Je crois que c'est à cause d'un désagrément parce que nous, les piétons, nous ne sommes pas en sécurité. Les enfants qui rentrent de l'école, Sokato et puis qui vont à pied, sont obligés de se rabattre dans l'herbe de l'autre côté là-bas. Et c'est dommage. Sur l'autre côté là-bas, il y a la boue, il y a la saleté, et ça salit les... On est obligé d'y aller regarder tout le monde qui passe là. Ils sont bien habillés, mais obligés d'aller passer dans l'herbe parce que la route est dégradée. Lorsque l'embouteillage est souvent trop, les voitures passent aussi ici, donc ça nous dérange, ça nous pénalise. L'axe Sogato-Lafopi, très fréquenté au quotidien par les automobilistes. Avec ces cratères très visibles, l'équation devient difficile pour tout le monde. Les autorités compétentes sont tout de même interpellées par les usagers. Bon, nous suggérons que la mairie de la ville et les autorités puissent jeter un regard sur ça pour que cela puisse être arrangé le plus rapidement possible. Le gouvernement doit plus élargir les routes pour nous aider, nous les élèves. Aussi vrai que le facteur routier est source de développement, l'État gabonais gagnerait à améliorer cette voie, surtout lorsqu'on sait qu'elle s'inonde pendant les fortes pluies. La problématique de ramener le couvre-feu à 22h au Gabon n'a pas encore dit son dernier mot. Selon les opérateurs économiques, cette situation serait à l'origine de la paralysie que connaît l'économie gabonaise. Plus de précision une fois de plus avec Ortega Utanzogo sur les images de Floris Mapango. La productivité économique, semble-t-il, prend un coup dans la capitale gabonaise avec les commerçants et les transporteurs à cause du couvre-feu ramené à 18h. Une des mesures restrictives données par le gouvernement. Malheureusement, cette mesure fâche et fragilise l'activité commerciale de plusieurs. Mais la fait on met le couvre-feu à 18h là, c'est ça qu'il faut qu'il enlève ça. Au moins il met ça au moins à 20h. Ou à 22h comme avant. Mais à 18h là, c'est pas bon. Ça tue tout le monde. Ça tue là même là l'économie. Être de rouler les voitures, pouvoir garder nos voitures. Pour que demain si on renvoie le couvre-feu de 18h là, on renvoie ça à 21h ou bien 22h, même 20h, ça peut nous faciliter un peu quoi. Mais pour le 18 là, nous on ne trouve rien. Avec des routes enclavées ici et là ou des accidents de circulation qui occasionnent souvent des embouteillages pendant des heures, certains terminent leur journée dans ces situations désastreuses. L'occasion leur est donnée d'expliquer leur souffrance selon leur calendrier. Non, parce que là, bon, avant que tu fasses le dos mouvement, le 18 est déjà arrivé. Par rapport à Libreville ici, quand tu as 3 coups à faire, l'embouteillage est haut, hein. Avant que tu vas faire un seul coup, sinon, c'est déjà 18h. C'est ça, mais s'il essayait d'amener ça, par rapport à nous qui sommes célibataires, si tu ne fais pas les choses avant 14h ou 15h, c'est fini. Il faut dormir avec la verve à temps de diamant. Donc, s'il veut réussir à mettre ça à 20h ou à 22h, là, ça sera tout. Le souhait de certains Librevillois serait de ramener le couvre-feu à 22h pour permettre aux débrouillards d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et puis, nous le disions tout à l'heure à l'entame de notre édition d'information, on parle d'un accident de circulation aux 3 quartiers à l'entrée du camp de Boy. Plus de peur que de mal, aucune perte en vies humaines, mais on note plusieurs dégâts matériels. Les détails sur ces images de Boris Mikolo. Suivant. Accident de circulation aux 3 quartiers à l'entrée du camp de Boy. En effet, c'est un gros camion ben de marque Mercedes Actros d'une société de la place qui venait biner de la latérite dans ce cratère qui s'est formé à force de ramasser la poubelle par des tractopelles au milieu de la route, rendant ainsi la chaussée glissante et du coup s'est renversée. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le camion de terre est venu premièrement pour bénir au niveau de la poubelle parce qu'il y a un grand trou au niveau de la poubelle. Ils sont venus bénir, mais malheureusement, après avoir béni une première fois, ils se déplacent pour bénir à quelques mètres. Et du coup, le camion s'est accroché sur le mur. Le mur de, je dirais, mon voisin, mais c'est le même bâtiment, c'est le même propriétaire. Donc, ça s'est accroché là et
Ça s'est renversé. Un autre camion est venu pour tirer le camion qui s'était accroché sur le mur. Et du coup, il y a eu un déséquilibre et c'est tombé. Situation difficile à expliquer car à l'instant où nous sommes arrivés, le chauffeur n'était plus sur les lieux. Un témoin de l'événement nous retrace les faits. Ce qui s'est passé justement à la benne, vous-même vous voyez, la benne vient en même temps pour juste benner le gravier. Tout d'un coup, en montant juste là quelque part, ou même vous constatez que le terrain n'est pas complètement plat. Donc ce manquement d'équilibre, en bennant, la voiture s'est renversée contre le mur. Oui, contre le mur. Il y a une autre benne qui est venue en même temps vouloir tirer la benne, c'est là où ça s'est renversé au sol. C'est un peu ça, vous-même vous constatez que le terrain n'est pas complètement plat. C'est le manquement d'équilibre, c'est ça. Plus de peur que de mal, aucune perte en vies humaines. Ni de blessés graves, mais des dégâts matériels importants. Non, il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de blessures. Non, il n'y a pas eu de blessures. Un accident qui vient sans le dire donner raison à l'édile de la capitale gabonaise, Ejeunumba, qui estime que ramasser la poubelle à l'aide des tractopelles abîme la chaussée. Vivement que la mairie veille sur ce genre d'engin pour éviter de tels accidents. En Centrafrique, on a voté ce week-end pour les législatives en pleine crise sécuritaire. On va suivre ce reportage de la presse internationale. Alors l'ambiance est très calme dans la capitale. Les bureaux de vote ont ouvert comme prévu à Bangui. On vote dans 118 circonscriptions pour le premier tour des législatives ou bien pour le second tour. C'est la particularité de cette élection. Fin décembre, seulement un électeur sur 3 avait pu voter à cause de la pression et des attaques de la coalition rebelle. Donc le gouvernement organise de nouveau un premier tour là où les bureaux sont restés fermés il y a 3 mois. Ce matin, des électeurs à Bangui qui venaient timidement dans les bureaux me racontaient qu'ils étaient confiants sur la situation en région qui a bien changé depuis mi-décembre. Bon, selon les informations que nous avons reçues, les villes dans lesquelles les forces gouvernementales sont entrées, les gens vont faire les élections. Mais là où ce n'est pas encore possible, certainement il y aura des soucis. C'est qu'auparavant, au premier tour, certains villages, certaines provinces, il n'y a pas des élections qui est là-bas. Par la sécurité et par nos alliés aussi, ils ont combattu pour mettre la paix. Quand on met la paix, quoi qu'il ne soit, dans certaines localités, les gens aillent pour voter. Le gouvernement a assuré avoir mis en place un plan de sécurisation et les troupes nationales ont repris une douzaine de villes avec leurs alliés ces dernières semaines à l'ouest et à l'est. Certains observateurs craignent quand même des tensions là où les rebelles sont toujours présents. La coalition des groupes armés a annoncé avant le vote attendre une médiation, un dialogue prôné par les chefs d'État voisins et donc ne pas intervenir pendant ce scrutin. Alors la sécurité n'est pas le seul problème. En ce moment, le pays reste plongé dans une crise humanitaire. Plus de 250 000 personnes ont fui les combats et la moitié de la population, soit 2 millions, est en insuffisance alimentaire. On parle de la répression sanglante en Birmanie. La junte au pouvoir décrète la loi martiale à Rangoon. Plus de précisions, une fois de plus, avec la presse internationale. Boucliers de fortune et munitions improvisées. Ils défient la junte jour après jour. Retranchés dans ce quartier de Rangoon, ils sont des milliers à faire front, déterminés malgré les risques encourus. Je ne veux pas vivre sous le régime militaire. C'est la raison pour laquelle je sors dans la rue, même si j'ai peur. J'essaie d'éviter le danger autant que possible. Nous lutterons ensemble contre la junte. Aujourd'hui, on tient en équilibre sur une corde raide. Et si on tombe de cette corde, on peut mourir à tout moment. Je suis vraiment désolée que des gens aient perdu la vie. Certaines personnes ont même été arrêtées à leur domicile. Et la traque se poursuit dans ce quartier de Mandalay. Selon plusieurs témoins, en fouillant les maisons, la police aurait tiré sur des civils. Plusieurs blessés ont été admis dans ce dispensaire. En exil depuis le coup d'État militaire, le leader du gouvernement civil parallèle appelle la population à résister. Proche d'Aung San Suu Kyi, il forme avec d'autres députés d'opposition un parlement fantôme, une assemblée interdite par la junte qui accuse ses membres de haute trahison. Il risque jusqu'à 22 ans de prison.
Voilà, c'est par cette note de la presse internationale que nous mettons un terme à cette édition d'information dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Accident de circulation au 3-4C à l'entrée du camp de Boy. Il n'y a aucune perte en vie humaine, mais on note plusieurs dégâts matériels. Et puis, les agents du Méridien Rendama ont érigé un piquet de grève à l'entrée de leur structure hôtelière pour revendiquer le paiement de 2 mois d'arrêt de salaire. Enfin, à l'étranger, on a parlé également de la répression militaire en Birmanie. La junte décrète la loi martiale à Rangoon. Voilà ce qui a constitué la l'ossature de votre édition d'information, mesdames et messieurs, comme je disais tout à l'heure, dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Je n'étais pas seul, toute l'équipe de la rédaction m'a accompagné pour arriver chez vous. Reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de programmes sur la radio-télévision Hermon. On se dit au revoir et à demain lorsqu'il sera 20h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.